T'es- On est en quadruplex, quintuplex même. Ça s'enregistre. Et salut à tous. Bienvenue sur Linusio Location, Linusio Radio, épisode 24. Aujourd'hui, la semaine passée, j'ai loupé, j'avais pas le temps. Mais c'est pas grave, je vais essayer de me refaire avec le boulot et tout ça, c'est pas évident. Euh, Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si vous êtes nouveau sur le podcast, ben c'est assez simple. Je vous raconte mon parcours entrepreneurial, mais aussi salarié, mes difficultés dans la construction du parc immobilier, de l'épargne, bref, un peu tout ce que j'ai traversé. Toutes les erreurs aussi que j'ai faites, les raccourcis qu'il est possible de prendre pour que ça aille plus vite pour vous, même si au final je pense que c'est bien de faire les erreurs par soi-même, en tout cas de les vivre et traverser les épreuves, parce qu'on a beau vous dire fais ci, fais ça, ou réagis comme ça, réagis comme ça. Le plus important, je pense, c'est de le vivre au plus profond de soi. Donc voilà, si vous voulez passer sur le podcast, si vous avez un business à présenter, une activité à présenter, n'hésitez pas. Normalement, on a un artiste qui va venir semaine prochaine ou dans 2 semaines, un chanteur. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, si vous faites, si vous avez un business, si vous êtes un chanteur pour rencontrer du monde, n'hésitez pas, contactez-moi. Et donc voilà, on est parti. Si vous cherchez des voitures de location ou des biens à louer, n'hésitez pas, contacte-moi. En termes de biens à louer, j'ai bientôt 4 chambres qui vont être disponibles, toujours sur Rensart, et des projets qui vont arriver. Et en termes de voitures, là on a 3 entretiens, donc il n'en reste plus que 11. Mais pareil, n'hésitez pas, voiture disponible sur Wavre ou sur Bruxelles. Voilà, c'en est terminé pour l'intro. Aujourd'hui, on va parler de comment construire une dynastie par rapport à un reportage qui est passé sur YouTube de Cache Investigation, si je dis pas de bêtises, avec la famille Mullier. Donc, c'est ceux qui ont Decathlon, Auchan, je pense. Bref, 7-8 générations, je pense. Ils sont milliardaires, je pense. Oui, hein. Ouais, bien fait. Et bah, je trouve ça un peu paradoxal, le reportage. Déjà, bah, je vous laisse aller le voir. Mais je trouve que c'est fort à charge de les méchants, ils exploitent tout le monde et tout ça. Et pas assez sur comment ils en sont arrivés là, quels sont les choix qu'ils ont faits. Et je trouve ça très intéressant, surtout en fait par rapport à la gestion du budget. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe un peu en Belgique par rapport au budget belge, où là on se rend compte qu'ils ont qualifié ça comment de dérapage budgétaire. Et bref, ils se rendent compte en fait que le budget, ça va pas du tout aller, que ce soit pour les pensions, qu'il y a plus d'argent nulle part. Et du coup, bah, ils se mettent à couper partout. Mais bon, bref, ça sera un autre podcast. Mais pourquoi je fais le parallèle avec ça? C'est comment une famille peut devenir aussi puissante et aussi bien gérer son budget. Et quand c'est pas son argent, entre guillemets, on fait n'importe quoi, on dépense à tout va. Alors, l'autre point aussi que j'aimerais bien imager, je vous pose la question, vous pouvez me répondre, c'est que dans l'océan, il y a des gros poissons, des poissons moyens et des petits poissons. Encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien, je me pose une question. Mais est-ce qu'un écosystème, c'est pas. Est-ce qu'obligatoirement, on ne devrait pas avoir des gens plus riches que d'autres? Ou est-ce qu'un système communiste où tout le monde est égal et gagne la même chose, ça peut fonctionner? Et, et j'ai vu ça parce que j'ai rencontré un autre entrepreneur sur un liégeois qui parlait de ça et qui a vécu, lui, le communiste. Stas quelque chose ou je sais plus si vous voyez de qui je parle, mettez-le moi en commentaire. Et qui dit qu'en gros, genre l'électricité ou le chauffage, les gens là-bas laissaient tout allumer parce que ça appartenait à tout le monde et personne ne se sentait vraiment impliqué. Alors, le premier point, on va directement parler d'un sujet un peu touchy, c'est que l'amour passe après les affaires. Les mariages arrangés et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez?
au final, quand je pense que tout le monde se pose un peu la question, alors il y a, oui, le mariage arrangé, ou je sais pas, quelqu'un de 85 ans marier une fille de 15 ans, c'est un peu plus touchy. Mais dans la plupart des cas, pourquoi est-ce qu'on appelle ça mariage arrangé? C'est que, je pense, en fait, les deux familles essayent de trouver le meilleur parti possible. Et euh, quand il y a des grands écarts euh, sociaux, culturels, enfin de tout, on se rend compte que ça colle difficilement. Alors il y a pas mal de communautés qui se marient aussi entre eux. C'est souvent un reproche, mais en fait, est-ce que c'est pas totalement normal que tout qui s'assemble se ressemble entre guillemets? Mettez-moi en commentaire ça. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en fait, dans cette famille-là, il y a eu un moment donné avec un gendre ou un truc comme ça, au final, ça passait pas. Et pour préserver le clan familial, bah, ils ont dit, écoute, l'amour, nous, on s'en fout. On va préserver le clan et les affaires. Bon, je raccourcis énormément, hein. Mais regardez le reportage, je trouvais ça assez intéressant. Et il parlait aussi d'une branche principale de la famille et que toute autre personne qui devait se greffer à cette partie-là, euh, ben, il faisait attention en fait à qui allait intégrer la famille. Et au final, je trouve que quand on y réfléchit un peu, ben, tout le monde fait un peu attention à qui va rentrer dans sa famille. En tout cas, moi, j'ai deux fils. Et je vais pas dire que je vais surveiller de A à Z leurs copines, mais oui, je vais m'intéresser à la belle famille et à mes futures belles filles en question pour voir si ça peut coller, enfin si les deux familles peuvent se rejoindre. L'autre point aussi, c'est le travail des enfants. Alors je crois qu'ils n'hésitent pas non plus à responsabiliser et à donner du boulot. Alors bien évidemment, c'est pas du travail forcé, c'est pas des trucs inhumains, mais cette notion aussi de commencer à travailler plus jeune et d'avoir un rapport avec l'argent assez tôt, c'est quand même assez important et c'est ce que je vais essayer de faire aussi avec mes propres enfants. Qu'est-ce qu'il a fait dans le... Sans trop vous spoiler, hein, mais bon, regardez-le quand même. En gros, il a offert, je crois, je sais plus c'est qui, quel oncle, quelle tante, ou les prénoms et tout ça, bon, je m'y perds. Et c'est pas la première génération, hein, je crois que c'est la deuxième ou troisième qui a fait ça. Mais bref, pour l'anniversaire de ses 10 ans, je crois 12 ans, il a offert un carnet avec une, une colonne dépenses et une colonne revenus. Tout ça pour un peu l'habituer en fait à prendre l'habitude de voir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Et c'est vrai que bon, t'offres ça à un enfant, je crois pas du tout que ça va lui plaire de recevoir un carnet en lui disant bah voilà, ça tu regardes ce qui rentre, tu regardes ce qui sort. Mais c'est une bonne habitude à prendre, je trouve. Je vais le tester. Mon fils a 8 ans. Euh, et j'ai commandé une carte Revolut pour lui d'ailleurs. Je vous ferai un petit feedback de tout ça. Mais je trouvais ça interpellant. Et surtout que j'entendais très peu de personnes qui sitôt confrontaient l'enfant à voilà. Mais ça peut être même en fait 5 euros hein, ou 4 euros. Voilà, t'as ça, c'est pas des sommes, c'est pas 100 balles. Hein. Je dis pas qu'il faut donner 100 balles à son enfant de 8 ans par semaine. Hein. Mais l'habituer en voilà, en lui disant voilà, t'as eu ça, t'as eu 5 euros. Qu'est-ce que t'as dépensé? Et qu'il écrive en fait. Et qu'est-ce que tu gardes? Et qu'ils prennent l'habitude toutes les semaines. Ou... Donc voilà, ça c'est ce que je vais essayer d'instaurer aussi. Euh, L'autre point aussi qui était dedans, c'est qu'apparemment c'était une famille qui détestait l'échec. Donc c'est-à-dire tout ce qu'ils ont lancé, ils ont, enfin maintenant ils sont comme je vous le dis à la sixième ou septième génération, mais ils sont en autofinancement dans pas mal de trucs. Donc c'est-à-dire quand ils lancent ça, ils font comme les sortes de tontines. Et ça aussi, je trouvais ça très intéressant, que ça soit dans la communauté chinoise à Paris. Mais c'est un truc qui se fait aussi. Je crois que le terme tontine, en fait, c'est plus un terme utilisé en Afrique, où les gens se réunissent entre trois quatre familles, ils mettent de l'argent et ça permet à l'autre de lancer un projet. Et quand je regarde, en fait, tu te rends compte que si tu crées
une sorte de petite banque familiale, donc dans une société. Moi, j'ai 14 oncles et tantes, 7 et 7 de chaque côté. Et au final, tu te dis, si, voilà, à 14 couples, tu mets, je sais pas moi, 10 000 balles, ce qui est loin d'être impossible d'avoir 10 000 balles de côté, eh ben, bon, s'il y a des soucis entre les familles, vous pouvez toujours faire 70 000 et 70 000 de chaque côté, hein. Mais en gros, tu as quasiment un appartement de payer des petites rentes. Et si tu prends l'habitude de faire ça et d'avoir une famille unie et soudée, eh ben, en fait, c'est beaucoup plus facile en fait que de le faire tout seul. On appelle à mes oncles et mes tantes, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre aussi, moi, en place. Merde, il y a ma limite de temps qui a sauté. Là, c'est bon. J'aimerais bien mettre aussi en place ça. Je regarde si on est toujours connecté sur Insta. Ouais, on est bien. Sorry, sur Insta, je vois pas vos commentaires, hein. Hop. Donc, j'en étais où? Ouais, avec mes oncles et tantes, là. Si chacun avait mis 10 000 balles, à 14, on aurait pu ou lancer le projet de quelqu'un, ou lancer de l'immobilier, ou bien lancer tout un tas de trucs. Et pareil, avec le temps, on aurait pu augmenter, grossir et tout ça. Bref, c'est ce que je vais essayer de faire à ma petite échelle. Malheureusement, j'ai pas 7 enfants, pas encore du moins. Mais c'est un projet que tu peux faire aussi avec des amis et tout ça. Donc, voilà pour ce qui est dans les tuyaux, en tout cas, et d'un bon tips qu'il y a à prendre de cette famille. Et ça, tout le monde peut le faire, quoi. Alors, l'autre point qui était un petit peu choquant, mais je crois qu'il y a aussi une méconnaissance économique, c'est qu'en fait, je sais plus c'est pour quelle marque, parce qu'ils ont Noroto aussi, ils ont d'autres trucs, Kiabi, je crois, c'est à eux aussi. Et ils avaient un truc qui n'avait pas super bien marché. Mais du coup, la dette avait été effacée pour eux. Alors évidemment que c'est pas fair play, c'est pas, c'est pas éthique, c'est pas tout ce que vous voulez. Mais le seul hic aussi, c'est que quand vous avez une société qui emploie des centaines, voire des milliers de personnes, ce sont des contribuables qui payent des impôts. Je parle un peu à la place de l'État, hein. Si vous mettez à votre place et vous dites, bon voilà, cette société est en difficulté, si on coupe ça et si on la fout en faillite, on va peut-être foutre 100 familles au chômage, 100 familles qui ne cotisent pas, ou 1000 familles qui ne contribuent pas, 1000 familles qui cotisent un peu moins. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Effacer la dette de l'entreprise et pouvoir leur permettre de continuer à employer des gens, ou arrêter? Je vous laisse me répondre en commentaire. Et l'autre point aussi, c'est que je voyais un peu dans le reportage, c'est qu'on opposait tout le temps les entrepreneurs avec les ouvriers. Et on mettait jamais en avant, est-ce que ça serait pas l'État qui gagne un peu trop d'argent aussi, ou est-ce qu'il ne faut pas reformer l'État? Parce qu'augmenter les taxes sur les salariés, augmenter les taxes sur les entrepreneurs, à un moment donné, on arrive à une limite. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Et j'ai les deux casquettes, hein. Donc, moi, je suis salarié et indépendant. Et c'est une question qui revient toujours, c'est que euh, beaucoup de personnes disent, oui, mais moi, mon net, je veux qu'il augmente, je veux qu'il augmente. Mais en fait, pour augmenter le net, l'employeur, il va devoir payer. Plus il vous donne, plus lui, il va devoir payer. Et ça atteint une... Enfin, il y a des charges patronales qui sont trop élevées. Et ça, qui peut changer ça? Ben, c'est l'État. Dire, voilà, à tel plafond, on libère. Et c'est ce qu'ils essaient, je pense, de faire avec les flexi-jobs et tout ça. Mais au final, est-ce que ça va vraiment sortir des personnes du chômage ou juste permettre aux courageux de gagner, je crois que c'est 12 000 en plus sans être taxé? Mais bon, après, c'est toujours le souci, c'est que vous avez que 7 jours sur la semaine, et même en travaillant full, et je vois qu'il y en a pas mal qui font ça, c'est bien, c'est chouette, mais c'est un plafond. Donc,
L'autre point aussi dans cette structure, c'est qu'ils étaient en perte structurelle depuis plus de 10 ans ou de 15 ans. Mais en fait, la famille réalimentait en permanence le compte courant pour permettre à cette société-là de survivre. Donc encore une fois, si quelqu'un réalimente et reprend les risques, est-ce qu'on peut empêcher cette manière de procéder? Parce que c'était quand même leur argent qui décide de réinjecter dans une société. Euh, je trouve ça quand même courageux. Alors on voit ça d'un œil aussi où ah oui mais maintenant ils sont pétés de thunes, c'est des milliardaires, ils font ce qu'ils veulent. Mais au final moi ce que je trouvais intéressant à retenir là-dedans, c'est quand même pendant cette génération ils ont maintenu des règles de vie, de pas trop aller dans la dépense. D'ailleurs je crois qu'il y en a un dans la famille qui parle aux médias et qui présente son château et tout ça, alors que tandis que tous les autres on leur dit, ben voilà, tu vas pas en classe business tout le temps, tu fais pas du show-off, tu te montes pas à faire la mala dans des soirées, je sais pas où, et à dépenser 50 000 balles. Je trouve ils ont quand même un certain, ou en tout cas, ce qui est transparaît là-dedans, hein, ils ont gardé quand même un peu un rapport à l'argent et que un sou c'est un sou, comme ils le disent, quoi. Et donc voilà, je trouvais que c'était des enseignements intéressants à retenir pour ce cas de figure là, et que chacun peut reproduire ça. Bon, je vous dis pas que tout le monde va devenir, sa famille va devenir milliardaire au bout de cette génération, mais en tout cas, il y avait, je crois, deux, trois tips qui sont intéressants à reproduire dans sa propre famille. Bon, j'accélère un peu parce que bientôt je vais devoir aller chercher les enfants. Anecdote location. Alors, on va commencer directement par les personnes au CPS et pourquoi leur réputation aussi. Euh, donc, c'est pas tout le monde, bien évidemment. Moi, j'ai plusieurs locataires et tout ça. Mais là, encore une fois, on a eu l'exemple type de, donc de la caution, en fait, qui n'est pas une caution, qui est une promesse de remboursement donnée par le CPS. Et la personne est partie en laissant 25 sacs poubelles. Je crois que j'ai pris des photos, j'ai mis des vidéos la semaine passée. Bref, le sol était dégueulasse, enfin, rien n'était nettoyé. C'était l'appart où il y avait des cafards. On a encore retrouvé des cadavres de cafards dans l'appartement. Bref, dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Les peintures où on voit encore vraiment les traces des cadres ou les traces des frigos. Donc le truc a jamais été repeint. Même en soi, si ok, repeindre un appartement, c'est peut-être un peu abusé. Mais au final, pour redonner un coup de frais, quand je vois ce que ça coûte, tu vas chez Action, tu as les pots à 15 balles là, tu repasses une petite couche, ça te fait un coup de propre. Pareil, ça te demande un peu de temps. Bref, euh, voilà, enfin des friteuses, enfin, allez voir les photos, c'est problématique. Et encore une fois, donc là-dessus, on n'a pas récupéré un euro à nous. Euh, j'ai dû aller avec ma mère et ma belle-mère sur place tout nettoyer, où on veut nous faire passer pour des vendeurs de sommeil, vendeurs de rêve, non, je sais plus comment on dit. Euh, et on a passé quasiment 5 heures, 6 heures là-dedans à 3 où j'ai été acheter les sacs poubelles et tout ça. Et voilà, donc si maintenant, c'est une conséquence, on va dire, hein. La personne qui me donne pas les 2 mois de caution et qui n'engage pas son argent, eh ben ça refroidit, ça me refroidit. Et je vous le dis honnêtement, c'est une généralisation, mais ça va être comme ça parce que je te dis voilà, ok, tu as la promesse, tu peux voir si la personne est correcte. Au final, si elle l'est pas, bah tu sais que tu vas passer une demi-journée de ton temps à toi. C'était un samedi, il faisait beau, c'était un des seuls jours où il y avait du soleil en Belgique et on l'a passé à faire ça. Donc ouais, la perte de temps, la propreté, et alors l'autre point aussi qui est vraiment insupportable, c'est que les gens n'ont plus aucune euh, parole ou comment est-ce que je pourrais appeler ça? C'est directement, ils parlent de ah ben voilà, je vais faire appel à mon avocate qui gère mes biens et tout ça. Et elle nous explique, ah oui, mais vous devez faire ci, ça, ça, ça. Quand on lui a renvoyé un mail avec toutes les photos en lui demandant si elle trouvait ça normal, que ça c'était un état des lieux normal, ah ben là, il n'y a plus aucune réponse de sa part. Ni de personne, hein, ni de la locataire là. Elle a remis les clés, elle s'est barrée.
Et l'avocate ne nous répond plus. Donc là, voilà pour la petite anecdote. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Et ce que je compte faire aussi, c'est interviewer un des locataires qui potentiellement serait au CPS pour avoir son retour. Ou si vous êtes au CPS, n'hésitez pas, contactez-moi et on pourrait faire un partage d'expérience. Ou peut-être vous pouvez me dire aussi, oui, mais moi, mon propriétaire, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je dis pas que tous les propriétaires sont blancs comme neige et qu'il n'y a pas des gens qui exagèrent un petit peu. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu honte de présenter tous les biens que je loue. D'ailleurs, ils sont en vidéo. Je crois que je suis un des seuls à faire ça, à mettre mes biens et ma tête et mon nom euh, sur les réseaux. Donc voilà. Pour la série de la semaine, c'est la série Hooligan en Pologne. Il y a pas mal de sorties de séries polonaises qui sortent. Et ça, il y a 2 points. Donc pareil, sans trop vous spoiler, euh, si jamais vous voulez voir la série, bon, ce que je vais dire là, ça va pas montrer tous les tenants et les aboutissants de la série. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle souvent l'épigénétique. Donc ça veut dire dans quel milieu tu vis, tu grandis et avec qui t'es, qui influence énormément. Je vous en dis pas plus, mais on voit vraiment la répercussion là-dedans. L'autre point, c'est quand bon, c'est très bien d'écouter son père et d'avoir les mêmes valeurs que son père. En tout cas, cette transmission fils-père. Mais là, encore une fois, il lui a appris un truc et il se ferme là-dedans. Il se referme là-dedans. Et du coup, je vous laisse deviner si ça va être bénéfique ou maléfique pour lui. Bon, les autres points, c'est la détermination quand même du gars, qui sont à souligner. Et parfois, tu peux faire un mauvais choix, un mauvais virage, comment on va dire, et tout peut s'effondrer après ça. Donc c'est aussi des petits mantras que j'essaye de me garder à l'esprit. Après, c'est jamais évident de prendre que des bons virages, hein, je dis pas. Mais parfois, tu rates un virage et ce virage-là, il fallait pas le louper, quoi. Donc voilà, bon, encore 9-10 minutes et je ferai le point. Le, le marché IMO, il y a vraiment, j'ai l'impression, cette envie d'avoir de moins en moins de multipropriétaires en Belgique. Donc il y a un truc qui est sorti là où il parle de la fin des déductions des intérêts avec effet rétroactif. Donc ça veut dire même les gens qui ont contracté des prêts avant 2024 où tu pourras plus les déduire dans ta contribution. Donc grosso modo, c'est changer les règles du jeu en pleine partie, ce qui va quand même changer la donne et refroidir encore plus les particuliers d'investir dans c'est même une seconde résidence. Hein. Je ne parle pas d'avoir 3 logements, 4 logements ou 5 logements. Hein. C'est dès que tu es à 2, en fait, bam, tu peux plus rien déduire. Donc voilà, qu'est-ce qui reste comme niche fiscale pour vos déclarations d'impôts? Il reste l'épargne à long terme, je pense, pour les particuliers, là. Je reviens plus sur le terme. Mais bref, vous voyez de quoi je parle, ou avec les 30% et tout ça, là. Où il y avait aussi une petite entourloupe où si tu mettais plus, tu étais perdant. Avant, le plafond, c'était 980 €, je crois. Tu pouvais aller jusqu'à 1280. Et au final, si tu faisais ça, enfin, c'est incroyable d'arriver à ce stade-là. Mais bon, ils l'ont fait. Donc voilà, c'est peut-être aussi une volonté de professionnaliser le marché et se dire, bah voilà, on veut, comme dans certains pays en fait, où il y ait uniquement des propriétaires dans leur résidence principale et tout ce qui est pour marché locatif, eh ben, c'est des sociétés. Donc peut-être qu'on aura ce changement-là, on se dira, voilà, pour le locatif, il faudra lancer une société là-dedans. Et, et du coup, les multipropriétaires, parce que c'est quand même un avantage que les loyers ne sont toujours pas taxés en Belgique, où ils se disent, bah voilà, et on fera venir des gens qui ont déjà beaucoup d'argent ou de l'argent, entre guillemets, à placer, et un intérêt à venir investir en privé en Belgique. Ça serait ça, c'est quand tu as déjà, parce que du coup, tu fais pas vraiment de prêts bancaires ou des prêts à 50%, ou si tu achètes un truc à 200 000, tu devras déjà laisser 100 000 sur la table, quoi. Et donc voilà, je vous avoue, je sais pas. Alors, c'est pas encore passé. C'est des bruits que j'ai entendus de la part de comptables et d'autres investisseurs.
mais c'est quand même assez interpellant. Je sais pas si on m'entend bien sur Instagram. Je vais revenir ici. Merde. Je sais pas si on m'entendait bien sur Instagram. Ici, il y a toujours du monde, mais ça a coupé. Bon, bref, tant pis. La rediff sera sur YouTube. Euh, L'autre point, c'est par rapport au patrimoine médian du Belge. Il est à 250 000 euros. Et en moyenne, il est à 430 000 euros. Donc, c'est le Belge global, hein, donc de 18 à 90 ans, 99 ans. Évidemment, par tranche, je dis pas que tous les jeunes ont ça en moyenne, mais je trouvais ça assez intéressant pour garder ces chiffres-là en tête. L'autre point, c'est que je devais toujours faire cette formation sur le budget en février. Euh, donc je compte bien produire une vidéo tous les jours à partir du 15. Comme ça, j'ai 15 vidéos à sortir, ça devrait le faire. Et le tip que je vous conseille, c'est le coffre-fort du fumeur. Alors à quoi ça consiste? C'est avec l'application Revolut. Je leur fais vraiment de la pub gratuite parce que moi j'adore ce truc. J'adore Revolut. Et en gros, vous faites un coffre-fort où tous les jours, vous faites comme si vous étiez un fumeur. Donc le paquet il est à 10 euros, mais vous pouvez commencer avec 5 et vous dites bah voilà, ça c'est ce que je fume. Bon, vous fumez pas réellement, allez pas acheter des clopes avec, hein. Et vous laissez ça, et donc vous allez voir votre épargne grandir petit à petit. Et je pense que très facilement on sait mettre 200 balles de côté tous les mois. Donc ça fait un petit 2000-2400 balles par mois. L'autre point assez problématique, c'est la disparition du cash et que le cash va vers d'autres pays. Maintenant, il y a les distributeurs là automatiques en Belgique, donc on ne sait plus retirer du cash dans les banques et on va dans des petits, comment ça s'appelle, banque contact, je sais même pas c'est quoi le truc jaune là. Bref, souvent quand j'y vais, il n'y a pas d'argent et ça c'est quand même très très chiant. Donc on pousse pour vraiment qu'on ait un visuel sur toutes les dépenses et tout ce qui se passe. Mais d'un autre côté, toutes les personnes qui font du cash, que ça soit dans la restauration, que ça soit dans le business illégal, avec ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Anderlecht, la petite fusillade et tout ça, tu dis tout cet argent du trafic, évidemment, il va aller dans une région où on peut payer encore en cash. Alors, est-ce que c'est un choix stratégique de l'un ou l'autre pays ou pas? J'en sais rien. Bon, après, pour moi, si je me mets à la place de la Belgique, ça me paraît assez simple en se disant, bah voilà, si on a toutes les traces des achats sur une application bancaire, d'un point de vue fiscal, bah, c'est beaucoup plus simple. Au moins, on sait que ça, ou par où ça passe, quoi. On a un historique. Et pareil pour le Bitcoin, en fait, au final, ça, il n'y a rien d'anonyme, hein. On sait voir tout ce que ça allait, donc je ferai peut-être un autre point sur les cryptos un peu plus tard. Mais bref, et du coup, il y a d'autres pays, notamment comme Dubaï, où ils ont encore maintenu ça. Et est-ce que c'est ça qui fait pumper l'immobilier? Je crois qu'ils avaient un peu la même chose en Espagne, du côté de Marbella et tout ça. Quand il y avait pas mal d'argent liquide, bah, au final, il s'est déversé là-bas et qui a fait grimper le prix de l'immobilier. Je crois qu'il y a le Maroc aussi, où il y a pas mal, on peut utiliser pas mal de cash là-bas. Notamment Marrakech. Moi, j'ai été déjà 3 fois au Maroc, mais jamais à Marrakech. Et bah, ça a l'air d'être le secteur qui monte. Donc, c'est aussi dans les tuyaux. Je prévois d'aller visiter Marrakech et Dubaï aussi pour se faire un avis là-dessus. Donc voilà, le podcast est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez louer des voitures, n'hésitez pas à contacter moi sur Wavou sur Bruxelles. Si vous voulez louer des apparts, j'ai bientôt 4 chambres disponibles du côté de Ransart. Je vais voir encore si je vais rebasculer ça en Airbnb ou en colocation, ou même en maison familiale. Donc si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à contacter moi. Et si vous voulez vous former sur le budget, la gestion du budget, un lien sera disponible et je compte sortir 15 vidéos
ici en cette fin février. Donc n'hésitez pas, contactez-moi. Et c'est vraiment tous des trucs que moi j'ai mis en place et que je suis toujours occupé à mettre en place. Pourquoi vous devriez me suivre et m'écouter? C'est que là, je suis dans une situation de cash très très faible où j'ai tout réinvesti et je suis quasiment à sec. Donc je vais vraiment repartir de zéro pas à pas et tout ce que je vais dire, je vais le faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi. Moi je vous dis ciao ciao, à bientôt, likez, partagez, abonnez-vous et à plus. Salut Max, quelle nouvelle? T'es toujours... Où est-ce que t'es toujours? En océan Indien, à l'île Maurice là? Je coupe le live, mais on se tient au jeu. Ciao ciao.